C'est la saison des pluies. Depuis quelques semaines, nous sommes très bien arrosés au Bénin. Vous savez, au cours de cette saison, sévissent plusieurs maladies et l'une d'entre elles, c'est bien la fièvre typhoïde. C'est une infection liée à l'hygiène et aujourd'hui, nous vous disons presque tout sur la maladie pour l'éviter, essentiellement avec le docteur Félicien Idou qui va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Émeric, bonjour. Bonjour Brunel Adossi, bonjour chers amis téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, bonjour également à vous. Je ne vous avais pas salué. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour chers amis téléspectateurs. Comment allez-vous ce mardi? Très bien. Vous avez déjà eu la fièvre typhoïde? Ah non, jamais. Jamais? Jamais. Et vous, Émeric? Oui. Oui, déjà. C'est pas genre... C'est évident. Pas du tout. Très bien. Alors, avant de donner un peu plus de détails donc, sur cette maladie ou comment vous l'avez contractée et comment vous en êtes sorti, le mot à présent? Le mot du jour, c'est bien sûr, nous parlons de la fièvre typhoïde aujourd'hui et le mot du jour retenu, c'est bien sûr fièvre. Et quand on parle de fièvre, il faut savoir que fièvre s'écrit avec F, I, E accent grave, V, R, E. On parle bien sûr de la fièvre qui est un nom féminin. Le premier sens qu'on donne au mot fièvre, c'est bien sûr une élévation anormale de la température du corps. Avoir de la fièvre, fébrile, fiévreux, par exemple maladie fébrile, dit-on souvent, et fièvre éruptive. Deuxième sens, qui est un sens un peu figuré du mot fièvre, c'est bien sûr vive agitation, état passionné, fièvre créatrice. Et les synonymes dans ce sens, c'est bien sûr excitation, fébrilité, fièvre de désir ardent. Elle peut être divisée en types de fièvre. Quand on parle bien sûr des différents types de fièvre, il faut savoir qu'elle peut être aiguë, subaiguë, chronique ou en cause, origine infectieuse, non infectieuse ou inconnue. Alors, on parle souvent aussi de la fièvre froide, qui est l'hypothermie, dont l'hypothermie est définie comme la baisse anormale de la température centrale du corps. Chez l'homme, la température normale varie selon les individus. Au cours de la journée, entre 36 degrés Celsius et 37,5 degrés Celsius. Lorsque la température est inférieure à 35 degrés Celsius, on parle bien sûr d'hypothermie. Et deux citations avec le mot fièvre, c'est d'abord celle de William Penn qui dit que la fièvre typhoïde est une maladie terrible où on en meurt, où on en reste idiot. J'en sais quelque chose, je l'ai eu. La fièvre typhoïde est une maladie terrible où on en meurt, où on en reste idiot. J'en sais quelque chose, je l'ai eu. Et la deuxième citation, qui est une citation anonyme qui dit que la fièvre, à ce que l'on dit, nous délivre des puces et l'infortune de nos amis. La fièvre, à ce que l'on dit, nous délivre des puces et l'infortune de nos amis. Le mot du jour, donc, fièvre, pour parler de fièvre typhoïde tout à l'heure avec notre médecin. Alors, Émeric, vous nous disiez tantôt que vous l'avez eu? Oui, exactement. Je suis habitué à la fièvre typhoïde. C'est vrai que je suis un traitement depuis quelques années, pratiquement 3 ans déjà que je souffre de la fièvre typhoïde. Donc, je fais tout possible. C'est vrai que je n'arrive pas à m'abstenir de tout ce qui concourt à des choses qu'il faut éviter en fait, exactement. Et donc je souffre souvent de ce mal, mais j'ai quand même des traitements que je suis. Et il faut dire que c'est une maladie quand même qui n'est pas du tout souhaitable. Surtout quand vous êtes à un niveau donné où la fièvre vous prend. Simplement, vous êtes, en tout cas, vous êtes abattu. Vous êtes abattu et ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Le mieux, c'est de ne pas contracter cette fièvre-là et de faire tout possible pour suivre, comment dit-on, les indications qui ne conduisent pas vers la fièvre typhoïde. Très bien. Alors, nous allons tout de suite donc en parler avec notre médecin. Il est habitué de nos plateaux, vous le savez très bien, vous le connaissez sûrement. Il a peut-être ce qu'il faut pour nous expliquer tout ce qu'il faut savoir donc sur la fièvre typhoïde. Émeric, vous restez avec nous donc pour la suite de cette émission. Modeste, on se retrouve tout à l'heure avec les messages et les autres rubriques. Donc, à tout à l'heure, Modeste.
Voilà, retour en plateau. Nous sommes avec le docteur Félicien Edou. Bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien? Je me porte très bien. On vous retrouve donc aujourd'hui pour parler de la fièvre typhoïde. Émeric. Docteur Edou, bonjour. Bonjour Émeric. Alors, avec vous, on en soit davantage par rapport à la fièvre, les causes, les traitements et puis, bien évidemment, les conséquences de cette maladie. Déjà, quand on parle de la fièvre typhoïde, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un sujet intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on entend la fièvre typhoïde, c'est comme une maladie incurable pour beaucoup. Et ils ne savent pas comment est-ce que ça se manifeste. Pourquoi, quand on fait une fois la fièvre typhoïde, on le refait encore une deuxième fois ou une troisième fois. Comme lui qui en fait depuis des années. Des années. Donc, c'est quand même important de clarifier certaines choses pour que les gens comprennent cette maladie aussi mortelle que ça. Oui. Parce que on peut en mourir. Vraiment, on peut en mourir. Alors, la fièvre typhoïde, si je vais la définir comme la définition de l'OMS de façon simple, c'est que c'est une fièvre d'abord. Vous devez savoir, c'est pour ça qu'on parle de fièvre typhoïde. C'est qu'il y a la fièvre d'abord avant toute chose. Donc, c'est une fièvre, c'est-à-dire liée à une infection qui est potentiellement grave due à une bactérie qu'on appelle les Salmonella typhi ou paratyphi A, B, C. Donc, ils ont différentes catégories, différents noms selon les types que vous avez attrapés. Donc, mais c'est la famille des Salmonella typhi. Donc, de façon simple. De façon simple. Alors, quand on parle de la fièvre typhoïde, c'est vrai que vous l'avez défini tout à l'heure, mais qu'est-ce qui conduit vers la fièvre typhoïde? La fièvre, d'abord, la fièvre en général, et la fièvre typhoïde. Merci. La fièvre, c'est dès qu'il y a un processus infectieux ou inflammatoire, on peut avoir de la fièvre. Mais particulièrement dans la fièvre typhoïde, vous avez la bactérie qu'on appelle les Salmonella, comme je l'ai dit, Salmonella enteritica, avec les noms qu'on appelle ça souvent de façon simple, la bacille des bêtes, tranquillement. Cette bactérie-là, quand ça se retrouve dans le système de l'homme, ça va provoquer ça va suivre plusieurs étapes et arriver dans le sang. Et maintenant, ça va provoquer de la fièvre et toutes les complications qui l'accompagnent. Donc, si on veut dire la cause, c'est que ça, c'est une bactérie qui donne cette maladie. Mais comment on arrive à attraper cette bactérie, ça, c'est la plus grande question. C'est là on va parler de mode de transmission parce que c'est une maladie contagieuse. Ah oui? Oui, c'est une maladie contagieuse qui est une maladie liée au sel et la bouche. D'accord. Il n'y a pas de façon différente. Ça quitte les selles et ça va dans la bouche. Okay. Donc on parle de maladie à contamination féco-orale. Donc cette bactérie quitte toujours les selles pour venir dans la bouche, pour venir créer le problème. Okay. Alors, quand on dit ça quitte la bouche, le selles pour venir à la bouche, ça veut dire que le réservoir de cette bactérie, c'est l'homme. Pour la forme Salmonella typhi. Et le paratyphi, l'homme et certains animaux domestiques. Mais généralement, c'est l'homme qui est le réservoir de cette bactérie. C'est-à-dire qu'on trimballe, il y en a plein qui trimballent cette bactérie dans leur organisme. Mais qui n'est pas virulent. Et qui est stocké dans la vésicule biliaire. Que ce soit peut-être parce qu'ils ont déjà fait une fois la maladie, parce que même si vous faites la maladie, quand vous traitez, il y a 2 à 5% des personnes guéries qui gardent toujours encore une quantité de cette bactérie au niveau de la vésicule biliaire. On va y revenir selon le développement. On va y revenir. Pourquoi ça se retrouve dans la vésicule biliaire? On va en parler. Alors, ces gens-là, occasionnellement, émettent ces bactéries-là dans les selles. Et la phase maintenant de transformation de ces pores qui sont excrétés dans les selles, c'est pas dans l'environnement. Et ce processus va continuer et la bactérie va devenir virulente. Et la prochaine personne qui va venir prendre ces pores-là qui ont déjà devenu matures dans l'environnement va se retrouver maintenant dans son intestin. La première phase, qui est la phase intestinale, va démarrer. Et là, c'est que vous avez pris soit sur un repas qui n'est pas bien entretenu, qui n'est pas bien préparé. Par quelqu'un qui a les pores. C'est comme les vendeuses. Si une vendeuse a les pores de cette bactérie et qu'il est excrété dans les selles et lors de son toilette, il ne sait pas bien laver les mains. Quand on dit laver les mains aussi, on va y revenir parce que ce n'est pas une bactérie qui meurt facilement. Donc laver les mains simplement là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour se débarrasser de la bactérie. On est exposé chaque jour. Si vous mangez dehors, c'est que vous êtes exposé. Parce que la vendeuse qui est allée rapidement aux toilettes, il y a du monde qui veut acheter rapidement et revient. Je pense que... Faut attendre. Faut imaginer. Parce que
scène-là, je pense. Franchement, quoi. Il faut se débarrasser d'abord de cette scène de la tête avant de continuer. Et- D'accord. Bon, j'explique. Oui. Alors, la vendeuse, parce que généralement, c'est le problème, ça. Si vous êtes à la maison, que vous savez que vous voulez préparer, vous mettez toutes les conditions, l'asepsie Oui, qu'il c'est faut, différent. et vous préparez, vous savez que vous allez bien manger. Mais quand vous êtes dehors, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que c'est Les fait. conditions dans lesquelles- Les conditions que c'est fait. Et encore que c'est des gens qui veulent des clients, les gens qui veulent aller vite, parce qu'il y a des clients qui attendent. Qui sont pressés. Toutes les règles ne sont pas forcément respectées. Respectées. Et maintenant, si c'est un individu qui porte les ports, il va aux toilettes rapidement, il ressort, il n'a pas bien fait le lavage des mains, qui est un élément important dans la prévention de cette pathologie. Et il revient rapidement, les porcs, vous n'allez pas les voir les nus. Non, ça ne se voit pas les nus. Et il va se retrouver, il va venir toucher maintenant le plat, ou il va venir toucher le fruit, ou bien il va venir toucher le légume que vous avez vendu, et que vous avez assis, vous êtes assis en même temps, vous avez tout avalé. Ah, Vous c'est aurez la que je phase suis- automatiquement intestin, parce que les porcs là, quand ça se retrouve dans la nature, le processus là démarre automatiquement et les changements commencent par s'opérer au niveau de ces porcs et ça devient batterie qui Bactérie. peut créer la maladie. Donc quand vous l'ingérez, ça va rentrer dans le système digestif et le processus sera lancé. Et lui aussi, dans l'intestin, il va commencer par faire ces différentes gymnastiques à l'aide de tout ce qu'il trouve au niveau de l'intestin grêle. Et là, 12 heures de temps après la consommation de ce repas, Ça se déclenche. ça se déclenche. 12 heures après. 12 heures de temps après. Et le premier élément qui se déclenche là, c'est la diarrhée. Et on va y revenir. Ah ouais. Peut-être une diarrhée, une fois, deux fois, trois fois dans la journée, et c'est passé. Vous allez penser que bon, ça c'est parti. Oui. Alors qu'en fait, ce n'est pas parti. Ça, c'est ce qui fait que cette maladie est beaucoup plus dangereuse parce que ça va passer en phase silencieuse et que vous n'aurez aucun signe. Et vous avez l'impression que vous avez fini avec une diarrhée là. Non, Peut-être même non. que j'ai pris un médicament pour stopper la diarrhée. Diarrhée. Et Croyant donc, avoir exactement. traité la maladie, Voilà, vous avez arrêté la diarrhée, mais vous n'avez pas traité la bactérie qui pose le problème. la batterie est toujours là. La bactérie est toujours là, en train de se multiplier, et ça va passer par voie lymphatique dans les ganglions, ça va se retrouver dans les ganglions, et des ganglions, maintenant, ça va passer dans le sang. C'est quand ça arrive maintenant dans le sang que vous allez commencer par avoir les problèmes. De la fièvre, de tous les autres maux qui accompagnent cette maladie. Cette maladie. Donc, c'est contamination, c'est-à-dire que c'est les sels, par les individus qui ont les porcs, qui ont excrété ça dans la nature. Et ces porcs-là se sont retrouvés dans les repas qu'on a consommés de façon crue. Et là, ça va provoquer la maladie. Maintenant, quand j'ai dit se retrouver dans la nature, dans quelles conditions cette bactérie vit? Quand la bactérie se retrouve dans l'air ambiant, il vit pendant quelques jours. Donc ça peut se retrouver sur votre fruit à la maison, ou sur votre légume, et rester là pendant 2, 3, 4, 5 jours, sans mourir. Et quand vous allez venir consommer après, ça va toujours faire le même problème. Maintenant, lorsque vous prenez de l'eau simple que vous lavez, ça ne va pas mourir parce que ça vit dans l'eau. Ah, donc en fait, vous lui donnez Vous lui Vous lui donnez encore les l'énergie. moyens de moyen survivre. de survivre quand c'est de l'eau Ok. simple. d'accord. Ça vit dans l'eau, c'est une maladie à contagion hydrique. Vous pouvez boire l'eau là et contaminer. Donc ça veut dire que vous pouvez déposer un fruit quelques jours après, même si ce fruit contracte comment ils ont, Contient la batterie, et même si vous lavez le fruit, vous consommez, le problème n'est pas encore résolu. Le problème n'est pas réglé. Ah. Parce que le virus, le gel, la bactérie vit dans l'eau. Il peut vivre dans l'eau à la température ambiante. Maintenant, lorsque vous voulez porter l'eau là chaud Oui. pour pouvoir tuer la bactérie, Oui. si la température de l'eau ne dépasse pas son 10 degrés, il ne va jamais mourir. Ah. Donc Il était ça tué dit- alors. Voilà pourquoi, quand vous allez faire aujourd'hui la fête, on va vous guérir, que demain, une semaine après, si vous reconsommez les mêmes aliments qui vous ont donné cette pathologie, vous pouvez encore recommencer une semaine après. Parce que ce n'est pas une maladie immunisante, vous pouvez le faire autant de fois que vous attrapez la bactérie. Alors, ça c'est température, de l'eau chaude. C'est pourquoi on dit que tous les aliments crus sont Ça va être, potentiellement contaminants. Alors, comment alors Sur l'aliment chaud, on peut encore. l'aliment chaud qui dépasse son 10 degrés Non. inactive complètement la bactérie. D'accord. Donc, quand vous consommez, vous n'avez aucun souci à vous Aucun faire. souci. C'est pour ça, le premier élément qui fait contaminer la fête de feuilles, c'est la salade dans nos contextes. Salade. La salade. Parce que vous n'arrivez Alors qu'on en pas- raffole, hein. Vous ne C'est pouvez ça. pas chauffer la salade. La salade. Et que c'est si ça. ce n'est pas bien traité au préalable, vous allez faire la fête de feuilles après avoir consommé un plat de salade.
Parce que c'est le seul élément le plus souvent qu'on consomme de façon crue. Cru, oui. Sans traitement avec de l'eau chaude. Même avec les produits que les gens mettent pour nettoyer. Les trucs là. Ça On ne utilise ça ne beaucoup règle de pas le choses. problème. Il y a le sel, il y a le citron, il y la a l'eau de Javel. permanganate. Voilà. Si vous voulez quelque chose qui marche sur cette batterie, c'est l'eau de Javel. D'accord. L'hypochlorite de sodium. À 1%. À 1%. À 1% qui peut tuer cette batterie. Si ça, vous diluez ça au-delà de 1%, ça va pas Comment on mourir. sait si on a dilué ça de 1%? La boîte là contient toujours, comme vous achetez, le pourcentage de chaque de ce qui est dans la boîte Oui. et comment diluer, quelle concentration avoir. Bon, c'est inscrit dessus. C'est inscrit dessus. Donc si vous dépassez que parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous voulez avoir fait ça pour beaucoup de choses, vous avez dilué, vous n'avez pas réussi à tuer cette batterie. Il y a aussi les formaldéhydes qui sont utilisés à 70%, l'éthanol également qui est utilisé pour pouvoir éradiquer cette batterie. Très bien. Si cette batterie est capable de vivre à ces différents, résister à ces différents éléments, vous comprenez pourquoi c'est si fréquent et récurrent de développer la fièvre typhoïde. Alors, si je dis qu'aujourd'hui vous avez fait la fièvre typhoïde et que vous êtes guéri, je ne peux pas vous promettre que vous n'allez pas en refaire. Alors, ceux-là qui sont dans les tranches de 2 à 5%, qui sont capables de garder en eux cette batterie, là, ceux-là sont suivis pendant quelques durées de temps et les bilans sont repris de façon régulière pour pouvoir voir est-ce que ça reste encore le temps d'éliminer complètement La batterie. Mais généralement, chez nous, quand on fait 1, 2, 3 jours de traitement, et Ça qu'on se finit, sent hein? bien, Ça on disparaît. Amérique, est-ce que vous faites le bilan? Non, c'est pas évident. Je ne le fais Voilà. pas souvent. Quand je guéris, c'est que c'est bon. Comment vous avez su que reprenez vous êtes encore, guéri? c'est ça. C'est ça le problème. Chez nous. Quand il ne va plus l'Africain en consultation, en contrôle, c'est que ça va bien. Oui, hein. Voilà. Le quand ça ne va deuxième pas, rendez-vous, on ne vient plus. et il ne vient plus. Non. Alors qu'on sait pourquoi on vous a donné rendez-vous de revenir. Parce qu'on sait qu'il y a un niveau résiduel qu'il faut évaluer pour savoir si vous êtes porteur asymptomatique ou pas. À ce niveau-là, c'est ça qui fait que la batterie n'est pas éradiquée parce qu'il y a ceux qui sont asymptomatiques vont redéjeter ça dans la nature et le problème va commencer. L'endroit où il n'y a pas de l'eau potable et que les gens boivent de l'eau de rivière, de l'eau de marigot, ils sont beaucoup plus exposés naturellement. Ou déjà même en ville que vous avez certains endroits où l'hygiène est totalement absente. Oui. Et là également les gens sont pouvoyés. Et malheureusement ce sont ces endroits les plus qui vendent les produits Oui, liés oui. et que nous tous on va acheter Oui. et on ramène à la maison. Mais si vous avez à la maison que vous ne traitez pas bien, vous allez volontairement aller chercher la maladie pour toute la famille. Aïe, aïe. Et le problème, c'est que vous êtes dans une famille et que tout le monde a mangé le même repas. Ce n'est pas tout le monde qui fera la fièvre typhoïde sur le champ. Ah oui. Et ça va vous étonner que, mais on a mangé la même chose. Pourquoi On n'a lui, pas eu, n'a pas lui, eu. il a si, moi je n'ai pas ça. C'est lorsqu'on mange un repas et que tout le monde fait la maladie, c'est là qu'on appelle une toxi-infection alimentaire commune. Mais dans le cas de la fièvre typhoïde, vous tous, vous n'allez pas développer la maladie au même moment. Ça peut arriver que d'autres développent, ça peut arriver que d'autres ne développent jamais cette maladie. Mais ça ne veut pas dire que le repas que vous avez consommé, ce n'est pas ça qui vous a provoqué. Chacun est unique et l'organisme réagit différemment face à ces différentes bactéries. Donc voilà. Maintenant, quand je disais que ça c'est toute la vésicule biliaire, c'est-à-dire on va revenir sur les signes. Alors, lorsque ces germes rentrent dans l'intestin, ça va commencer la première phase où ça va accélérer le transit et vous allez faire une petite diarrhée. Et cette diarrhée-là peut être liquide, après ça devient un peu solide, vous dites, ah oui, ça va mieux. Non, c'est toujours les mêmes signes qui provoquent que cette bactérie est toujours là. Et là, quand les germes vont passer, une partie va passer dans les selles, naturellement. Et c'est pour ça, c'est les selles qu'on prend pour aller identifier Si vous êtes infecté ou pas. Les autres analyses sanguines qu'on demande, c'est juste indirect. Mais ce qui est sûr pour aller identifier les germes que vous avez attrapés, c'est de prendre les selles et d'aller analyser au laboratoire. Parce que arrivé dans l'intestin, ça va se multiplier en quantité importante et pendant la diarrhée va balayer une partie et le reste réussit quand même à passer la barrière entérale et rentre dans les ganglions, dans les voies lymphatiques et rentre dans les ganglions. C'est dans les ganglions que le processus est beaucoup plus accéléré. Et il se développe, il se multiplie et de là maintenant par les canaux thoraciques qui passent directement dans le sang. C'est arrivé dans le sang maintenant que les problèmes vont commencer. Donc voilà, ensuite maintenant dans le sang, vous savez que le sang irrigue tous les autres organes. Ça va se retrouver dans le foie, dans lequel ça va descendre dans la vésicule biliaire, ça va se retrouver dans les rate, les rate va augmenter de volume, ça va se retrouver dans les reins aussi va prendre son coup. C'est ce qui fait que c'est potentiellement mortel. Très bien.
Alors, on a déjà commencé par parler des signes au-delà de la diarrhée. À part la diarrhée, quels sont les autres symptômes de cette maladie-là? Alors, si on va aborder les symptômes, nous allons aborder semaine par semaine. Parce que c'est une maladie qui évolue en septembre. Selon le temps. Selon le temps. Ce qui fait que c'est ça qui fait que c'est mortel. Parce que du départ, vous n'allez pas sentir. À un moment, vous allez sentir un peu, ça va un peu s'améliorer. Après, ça devient plus grave et ça sort les complications. Alors, et c'est en face parfois des complications. Qu'on se rend compte, en fait. que c'est telle chose que la personne développe. Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà commencer par sentir pour vous orienter rapidement à aller évaluer si ce n'est pas avant d'atteindre les autres phases. C'est mieux de ne pas atteindre les autres phases. Parce que les autres phases sont compliquées à gérer que si vous êtes en phase de début, c'est plus simple à traiter. Ça fait combien de phases au total? Disons, si je prends la première phase de l'incubation, qui après la phase silencieuse, ça fait déjà 2. Oui. Ensuite, vous avez la première semaine que ça passe dans le sang. La deuxième semaine, 4, la troisième semaine. 5. Voilà. C'est à peu près jusqu'à 1 mois, 1 mois et demi, vous pouvez traîner cette maladie et ça va être mortel pour vous. 1 mois et demi après? Oui. Alors, c'est ça que vous avez attrapé aujourd'hui et que ça fait 1 mois et demi après, vous risquerez d'en passer. Ça doit être géré le plus tôt possible pour ne pas en arriver aux complications parce que les autres, là, c'est les complications qui apparaissent. Alors, la première phase, c'est que quand vous prenez les gemmes aujourd'hui, je disais tout à l'heure, ça a 48 heures pour rester. Le porc que vous avez avalé, ça va rester 48 heures dans votre ventre pour réussir à décapsuler le porc dans votre tube digestif. Donc, c'est quand le gemme sort de sa protection, c'est comme les escargots, à un moment chaud de la... Ils ferment ils ferment complètement le bout. Exactement, c'est comme ça, les poissons. Et quand vous avalez, immédiatement, ça ne fera rien. Mais ça va continuer à se développer et ça va s'enlever. En 12 et 48 heures, pour ça on dit que la première signe va apparaître en 12 heures pour la diarrhée. Donc quand le gemme sort de son capsule, il se retrouve dans le tube digestif, il est déjà au niveau de l'intestin grêle. Et c'est là que ça va provoquer toutes les cascades avec accélération du transit. Et vous allez avoir la diarrhée. Et c'est une diarrhée qui va commencer petit à petit, jusqu'à ce que les caractéristiques vont changer au fil du temps. Alors, ça là, quand il finit ça immédiatement, il passe en phase silencieuse qui va durer 1 à 2 semaines selon l'individu. Donc tous les signes disparaissent. Complètement. Et vous n'avez plus aucun signe et vous avez l'impression que ça va. Il pète la forme. 1 semaine, 2 semaines après, au maximum, les signes réapparaissent. Maintenant, mais cette fois-ci maintenant. De façon violente. De façon violente. Alors, et la première chose, c'est la fièvre. Si vous n'avez pas la fièvre, c'est que vous n'avez pas la fièvre typhoïde. Ah, ok. Fièvre, c'est pour ça qu'on dit fièvre typhoïde. C'est parce que c'est d'abord la fièvre. Parce que quand ça rentre dans le sang immédiatement, les réactions inflammatoires sont déclenchées. L'organisme est sollicité pour pouvoir éliminer ce qui vient d'arriver là. Et ça provoque immédiatement la fièvre. Et cette fièvre, le soir, ça augmente. Le matin, vous vous réveillez, ça diminue. Ça diminue. Le soir encore, ça reprend. Le matin encore, ça diminue. Mais la fièvre ne disparaîtra pas totalement. C'est ce qui fait la particularité de cette maladie. Vous allez toujours sentir que vous avez un peu le corps chaud, mais c'est quand le soir arrive que ça devient beaucoup plus important. Et vous dormez, vous prenez paracétamol, tout ça, vous dormez. Pour vous calmer. Le matin, vous vous réveillez, vous sentez que ça va. Alors que ça ne va pas. C'est comme ça, cette maladie se manifeste naturellement. Alors, la deuxième chose, c'est que quand cette fièvre va commencer, vous aurez avoir les maux de tête. Les céphalées là sont très rebelles au traitement. Le paracétamol usuel là, ça ne passe pas. Là, vous commencez à vous demander, j'ai eu le corps chaud, j'ai eu les maux de tête qui j'arrive pas à traiter, ça ne répond pas au paracétamol. Ça veut dire qu'en fait, probablement, il y a quelque chose derrière qui fait que, parce que c'est comme ça se manifeste. Le paracétamol ne calme pas totalement la fièvre typhoïde. Les céphalées de la fièvre typhoïde, ça ne passe pas au traitement. Donc on dit une céphalée rebelle. Vous allez commencer par avoir du mal progressivement à dormir la nuit. Vous dormez un peu, vous vous réveillez. Vous dormez un peu, vous vous réveillez. Le sommeil n'est pas du tout profond. Vous vous réveillez le matin comme si vous n'avez même pas dormi toute la nuit. Ça, vous avez l'insomnie qui s'associe maintenant à ces 2 choses. Ça fait déjà 3 choses. Allez à l'hôpital. Parce que si vous n'allez pas à l'hôpital et que ça continue comme ça, nous allons commencer par avoir l'apparition des... Maintenant, la fatigue qui va s'installer. Les couvertures, comme si c'était le paludisme, vous allez assimiler ça à un paludisme. Vous pourrez pas aller acheter les médicaments paludisme. Vous traitez, vous avez l'impression que ça ne s'améliore pas, ça ne répond pas. Parce qu'au fait, au départ, ce n'était pas le paludisme. Alors, ça, c'est
Quand ça commence au départ, on n'a pas la première phase, on parle du premier septénaire. Et la fièvre là, elle va arriver à un moment où cette fièvre ne va même plus chuter avec vos parastamol. Ça va passer de 39 à 40 degrés et rester Là, bloqué. bloqué. Tout ce que vous faites, la fièvre là, ça ne chute pas. Là, on est en train de quitter cette phase, on vient à la phase suivante. Parce que cette phase-là va durer environ jusqu'à une semaine également. D'accord. Et vous allez traîner fièvre, vous allez gérer pendant une semaine. L'autre chose qui tire l'attention, c'est que quand vous ouvrez la bouche, vous avez l'impression qu'il y a des dépôts sur votre langue, un peu blanchâtre. Alors, si vous voyez déjà ces dépôts, avec tout ce que vous avez déjà senti, et que vous sentez même que votre sel là, ce n'est plus dur comme avant, c'est fétide, et vous connaissez les melons, jus de melon. Vous faites les sels, bon, si c'est qui font les sels qui ne évacuent pas directement dans les toilettes, quand ils voient ça, ça ressemble à un jus de melon. La couleur là, ça ressemble à un jus de melon, et ça sent fort. Ça veut dire que probablement vous avez une infection digestive qui peut être due aux bactéries de la fièvre typhoïde. Il faut rapidement aller analyser vos sels, parce que les autres analyses de sang qu'on va vous faire, ce sera juste les analyses indirectes. Mais le plus rapide, qui permet d'identifier directement les germes, c'est que on prend vos sels là, on va analyser. Au même moment, quand j'ai dit que quand ça dérange, ça va surtout au niveau de foie, au niveau de la rate, le foie va augmenter de volume. De côté droit, c'est gros. Quand c'est chez les enfants, la rate également prend du volume. Et là, les gens l'assimilent encore avec ce qu'on appelle du gbagba. C'est quoi le C'est-à-dire gbagba? Le gbagba, c'est que c'est la rate qui augmente de volume. Et le ventre de l'enfant ballonne et devient dur. Donc, beaucoup de Béninois ou d'Africains assimilent ça à du gbagba et on coupe les praticiens avec des scarifications sur le ventre de l'enfant. On a l'impression qu'on est en train de traiter du gbagba. Mais en fait, les bactéries de salmonella continuent toujours de se multiplier. Et là, l'enfant va arriver à un stade terminal où l'enfant est en coma. Et là, la question peut faire, on fera ce qu'on peut, mais on ne peut rien promettre. Parce que le stade où on pouvait sauver de justesse l'enfant est passé. Et vous êtes venu maintenant à un stade de complications. On va prier Dieu pour que l'enfant ne passe pas. Parce que généralement, ce qui tue nos enfants africains, et qu'on ne trouve pas l'origine, on pense que c'est un vieil de village ou c'est quelqu'un qui est à l'origine du problème, alors qu'en fait, c'est juste une petite bactérie que vous auriez dû éradiquer il y a longtemps, que vous n'avez pas éradiqué, que ça a tout le temps de bousiller tout le système de l'enfant, et l'enfant vient mourir. Et c'est là qu'on commence à trouver l'origine, quelqu'un qui est à l'origine du problème, alors que personne. Alors, quand on arrive à la phase d'état, totalement maintenant, là, tout le monde ceux qui portent la bactérie et qui n'ont rien fait, sont totalement abattus. Là, c'est levé. Les articulations, tout fait mal, c'est qu'on est. Et parfois on a mal au corps. Mal complètement et on se retrouve cloué au lit. Oui. Vous n'arrivez plus à vous. Activité là, non. Ça, si vous n'avez pas dormi, les maux de tête, la fièvre, fatigue, exactement. tout est là. Là, vous êtes au deuxième septénaire, carrément. Et là, à ce stade-là, les signes digestifs réapparaissent encore. La diarrhée devient encore plus importante parce que vous n'avez pas traité la bactérie. Il est temps maintenant de coloniser tous les systèmes. Les systèmes digestifs également encore retouchés. Encore que le pire parfois, c'est que le repas qui a donné ce truc-là continue d'être mangé encore. Vous continuez de manger. Et là, Sans ça s'en fait rendre compte. plus Sans s'en rendre compte que vous déclenchez le cycle-là au fur et à mesure que vous avancez. Ceux qui vous avez pris aujourd'hui vont prendre une semaine encore pour se multiplier, recommencer le cycle. Et là, c'est comme ça, votre charge bactérienne devient beaucoup plus importante. Alors, vous avez l'impression que tous les traitements qu'on vous fait, ça ne marche pas. La première chose d'abord, c'est de supprimer qu'elle vous en gérez. Il faut savoir. Voilà, c'est pour ça. C'est la première chose qu'on fait. On identifie qu'est-ce que vous avez mangé. Quel repas cru vous avez mangé ou quel repas vous avez mangé qui est mal entretenu, qui est mal préparé. Mais quand on dit que j'ai acheté tel légume à manger à tel endroit, on ne demande plus si c'est bien ou c'est mal entretenu. On sait déjà que c'est ça. L'hygiène, Il faut éviter. Il faut éviter. Alors, un autre signe, c'est que vous sentez que vous avez la fièvre, le corps chaud. Mais quand on touche votre cœur, ça ne bat pas vite. Alors que normalement, quand la température augmente, le cœur aussi augmente très vite. Mais dans cette maladie-là, votre cœur est tranquille, mais la fièvre est au plateau. On parle d'une dissociation entre la température et le pouls. C'est le signe pathognomonique, ça, là, quand vous avez ça, la probabilité est sûre, à peut-être à 90% que vous avez la fièvre typhoïde. Parce que la fièvre ne peut pas monter et le cœur ne va pas le suivre. Si le cœur ne suit pas, ça veut dire que vous avez probablement la fièvre typhoïde. Est-ce qu'il peut arriver parfois que vous ayez la fièvre interne?
Mais à l'externe, quand on vous touche, on ne sent pas que vous avez la fièvre. Mais à l'interne... Il faut faire la différence quand on met le thermomètre et que la température est normale, mais vous avez froid, c'est différent. C'est vous qui avez froid, mais vous n'avez pas une élévation de la température. D'accord. Okay. Ça, vous avez froid. Ça n'a rien à voir avec... Si la température n'est pas élevée, c'est que vous n'avez pas la fièvre. Définition de la fièvre, soit c'est élevé, soit c'est bas. Okay. Quand c'est bas, c'est inférieur à 35 degrés. Quand c'est élevé, de 35 degrés 5 jusqu'à 38, 38, 39, 40, 41. Ça, c'est la fièvre. Mais si la température met le thermomètre, c'est pour ça qu'on dit souvent aux parents que j'ai mis la main sur la côte de mon enfant, c'est un peu chaud. Non, il ne faut pas essayer de comparer la régulation de la température avec l'enfant. Mettez le thermomètre. Si ça indique une fièvre, votre enfant a la fièvre. Mais si ça n'indique pas une fièvre, votre enfant n'a rien, vous le laissez. C'est son organisme qui régule sa température comme il le veut selon les niveaux où l'enfant se situe à l'interne. Alors, si rien n'est fait, on va évoluer vers le 3e septénaire, qui est la phase des complications. Mais avant d'aborder les complications, il y a une phase qu'on doit savoir parce que cette maladie, quand ça apparaît, c'est vrai que ce n'est pas aussi visible sur la peau noire facilement, mais il y a une partie qui entraîne des lésions dermatologiques. Donc, vous allez commencer par avoir des petites taches sur le corps, un peu rose. On appelle les taches lenticulaires rosées. Voilà qui est en image d'ailleurs. Voilà. Quand c'est la peau un peu claire, c'est plus visible par rapport à celui qui a un peu la peau noire. La peau noire n'est pas aussi visible. Mais dans cette tache-là, quand on appuie sur ça, ça disparaît. Ah, les taches disparaissent. Disparaissent. Quand vous appuyez comme ça, vous allez voir que ça disparaît. Quand vous enlevez la main, ça réapparaît. On dit ça disparaît à la vitropression. C'est comme un ressort, quoi. Voilà. Donc, quand vous avez ça, c'est un signe également que probablement c'est les gemmes de la salmonella qui provoquent cette lésion. Donc, retournez rapidement aller voir. Mais sur un corps comme le nôtre, c'est pas évident qu'on puisse... C'est pas évident qu'on puisse voir ça correctement pour les doigts noirs. Surtout qu'on souffre souvent de boutons, de petits boutons. Et donc on n'assimile pas ça souvent à de la fièvre. Voilà, mais c'est dans le contexte de la fièvre, des diarrhées, de l'asthénie, des céphalées. Ça disparaît, ça réapparaît. Et vous voyez ces boutons et que ça disparaît, ça réapparaît, vous avez la fièvre typhoïde. Ok. Alors, quand vous arrivez maintenant au stade où vous n'avez rien fait, que ça c'est compliqué, là maintenant on dit que vous avez au 3e septénaire. Le 3e septénaire, ça fait déjà à peu près 5 à 6 semaines après le début de l'infection. Donc, imaginons que quelqu'un n'a pas eu le temps de traiter correctement, ou il a pris 1 ou 2 comprimés de ce traitement, il se sentait bien, elle a abandonné, le processus se reprend, et quand ça va, c'est compliqué. C'est en ce temps maintenant qu'on commence par courir. Alors, la première complication, c'est lié à la présence de bactéries dans le sang, qui va provoquer un choc qu'on appelle le choc septique. Alors, plus la bactérie est importante dans le sang, plus ça va coloniser tout le système de l'intéressé et la personne peut passer, juste quelqu'un qui est avec nous ici peut passer jusqu'à aller en coma. Rien que pour ça. Alors, j'ai dit que ça peut se localiser au niveau du foie. Qu'est-ce que ça va se localiser au niveau du foie, au niveau de la vésicule biliaire? Le foie va augmenter de volume. Ça peut donner une hépatite. Ah oui. Oui. Ça peut être l'origine d'une hépatite. Au stade que ça fait plus de 5 semaines, 6 semaines après, ça peut donner une hépatite. Ça peut donner une infection de la vésicule biliaire qu'on appelle cholécystite. Parce que les bactéries vont se localiser à l'intérieur de cette sécrétion qui permet de digérer les aliments. Ils sécrètent, ils envoient dans l'intestin grêle et que ça se mélange au repas, ça permet de digérer les aliments. Maintenant, en même moment qu'il est en train d'envoyer là, il envoie également la bactérie de la fièvre typhoïde. Et à chaque moment maintenant, quand vous mangez un repas, il envoie ça dedans. Il envoie ça dedans. D'accord. Ça fait que c'est devenu déjà élevé. Il y en a carrément cette bactérie qui attaque les os pour provoquer des ostéites. Peu importe l'os, il est capable parce que les os sont également irrigués par le sang. Donc les bactéries peuvent se retrouver enclavées dans un des os et provoquer une inflammation. Et là, ça va pas provoquer une infection. Et vous allez avoir même du puits dans l'os. Oh mon Dieu. Ça va venir à l'amputation de... Ça va venir à l'amputation, ça va venir avec toutes les complications qui l'accompagnent. Alors, la bactérie dans le sang va également sécréter une toxique. C'est cette toxique-là, en fait, qui est plus dangereuse. Cette toxique-là va parcourir maintenant tout le système, elle va venir au niveau de l'intestin, va créer la plaie. Et là, la personne va commencer par... Dans les selles, désormais, vous avez le sang. Du sang. Du sang qui apparaît dans les selles. Vous avez fait une hémorragie digestive. C'est-à-dire, après diarrhée, la muqueuse maintenant est lésée, parce que c'est un endotoxine, et maintenant le sang va commencer par couler. Vous faites de l'intestin. Si vous ne faites rien, ça va remonter vers le haut de l'estomac, maintenant vous allez commencer par vomir du sang. On commence par vomir du sang. Du sang.
Vous allez commencer par faire ça par l'essai d'abord. Quand rien n'est fait, le système monte plus haut et maintenant vous allez commencer par vomir ça par la bouche. Ça veut dire que ça atteint déjà les stades de complication. Il fait l'essai avec du sang, son hémoglobine va commencer par baisser. Et vous ne faites rien, il va tomber maintenant dans les pommes parce que l'anémie est installée, parce qu'il a déjà perdu assez de sang. Oui. Alors, au niveau cardiaque, au niveau du cœur, parce que j'ai dit que ça va se répartir dans bien le sang. sûr, le sang et le cœur. Le cœur, ce sont des amis. Exactement. Donc, ces bactéries vont attaquer les muscles du cœur maintenant. Et là, ça va provoquer une myocardite. Et les rythmes du cœur vont commencer par maintenant faire. Déjà que c'est lent un peu avec la fièvre, maintenant ça va devenir irrégulier avec des troubles du rythme. Ça touche tous les organes en fait. Presque, hein? Presque tous les organes avec tous les signes qui l'accompagnent. Parce que si rien n'est fait, au niveau de l'intestin dont je parlais, ça peut léser et saigner jusqu'à ce que ça va perforer l'intestin. Et maintenant, le contenu de l'intestin va se déverser dans le ventre. Oui. On va parler là de péritonite par perforation typhique. Donc, vous allez faire une péritonite. On va courir pour aller ouvrir l'abdomen en large pour pouvoir laver tous les sels ou les matières que vous avez mangées qui sont déversées dans l'abdomen. Il faut laver ça déjà parce que ce n'est pas les places. Dès que ça se retrouve là, il y a une réaction qui est déclenchée automatiquement. Les liquides commencent par sécréter pour pallier à ça, alors que les liquides ne devaient pas se retrouver là. Et là, il faut courir pour aller, sinon vous passez. Ça là, c'est beaucoup plus mortel que le reste. Parce que si ça se perfore et que rien n'est fait le plus tôt possible, c'est dans un coin où vous êtes reculé et que personne n'a remarqué qu'en fait, vous êtes en effet péritonite, c'est un tas de coma là. Avant que vous arriviez en ville pour qu'on vous sauve, c'est déjà trop tard. Même en ville, ici aussi, c'est pareil. Si les gens n'ont pas l'habitude d'aller vite à l'hôpital, et c'est déjà quand ça devient compliqué que quand on commence pas à courir, c'est souvent difficile de récupérer ces gens de patients. C'est pour ça qu'on dit aux gens de toujours courir pour aller à l'hôpital quand c'est encore temps pour qu'on peut récupérer. La même chose que j'ai dit que le cerveau, l'endotoxine va péter également au niveau du cerveau parce que le sang aussi va au niveau du cerveau. La personne va se retrouver une encéphalopathie et va se retrouver dans le coma. Il peut même avoir des troubles de personnalité. C'est-à-dire quand la bactérie, même si la personne est consciente, il délie. Tu ne pas des propos que vous n'allez pas comprendre. Vous allez peut-être dire que c'est la sorcellerie ou bien il va devenir fou. Non, c'est parce que le système est corrompu par les bactéries, ce qui fait que ce qu'il dit n'a plus aucun sens. Maintenant, cette maladie est mortelle de 10 à 20% des cas. Si vous ne faites rien. C'est pas petit. Ouais, c'est pas petit. Jusqu'à 10 à 20%, c'est pas petit. C'est ce qui fait que cette maladie est vraiment dangereuse et mortelle. Alors c'est vrai que le stade final, c'est bien sûr la mort pour les conséquences. Alors au-delà, à part le fait qu'on puisse trépasser de cette maladie, quelles sont les autres conséquences qui sont moins quand même qui sont moindres que la mort, oui. Ça dépend du stade dans lequel on vous a récupéré, on vous a traité. Si je prends que vous êtes traité au premier stade, au deuxième stade et que tout est rentré dans l'ordre, vous passez sans séquelles. Mais le risque, c'est qu'on ne peut pas promettre que vous allez totalement éliminer les pores. La vésicule biliaire, c'est un endroit où les gens se cachent facilement. Ils s'enroulent dans les pores et ils sont inoffensifs, ils sont là tranquillement. Là, vous pouvez être un porteur asymptomatique. Et vous pouvez l'excréter dans les selles. Et quand vous excrétez dans les selles et que les selles ne sont pas traitées à l'eau de javel, pour éradiquer complètement. Pardon? Les selles doivent être traitées à l'eau de javel. À l'eau de javel? Oui, parce qu'un individu qui est infecté, on sait déjà que ces selles sont pourries de salmonelle typhi. À chaque fois qu'il fait des selles, ça doit être traité à l'eau de javel pour éradiquer le cycle de transmission. Si ce n'est pas traité à l'eau de javel, c'est le plus facile à trouver. Oui. Avec l'eau de javel, à chaque fois qu'il fait les selles, on verse de l'eau de javel, 1% dans ses selles. C'est terminé. Mais si la personne a fini, et il ne s'est pas lavé la main avec l'eau de javel ou l'éthanol à 70%, il ne va pas éradiquer la bactérie. Il va ramener ça encore à ses proches. Tout le monde sera encore toujours contaminé. Et le cycle ne va pas cesser. Celui qui l'a déjà fait une fois peut recommencer très vite plus que les autres. Et vous avez l'impression que c'est incurable. Non, ce n'est pas incurable. C'est juste que vous ne suivez pas les règles d'hygiène. Et c'est pour ça que vous reprenez toujours les mêmes bactéries et ça recommence. Très bien. Alors, docteur, je vous propose de faire une pause après ce trop-plein d'informations sur la fièvre typhoïde. Alors, nous revenons en plateau. Vous l'avez peut-être remarqué, les discussions continuent et il reste quelques autres points à aborder donc avec Félicien et Zouemri.
Oui, c'est bien sûr. Comment l'éviter, puisque avec tout ce que nous venons d'entendre, nous sommes des personnes à risque tous les jours par rapport à cette maladie. Dites-nous comment il faut l'éviter. Merci, c'est important parce qu'on peut dire tous ces signes, on peut dire tout ça. La façon dont ça fait peur, le mieux c'est toujours d'éviter de ne pas l'attraper. Absolument. Alors, comment ne pas l'attraper? Ça fait partie des maladies à contamination féco-orale, comme je l'ai dit. Donc, toutes les mesures d'hygiène qui peuvent empêcher de porter ce qui est lié au sel à la bouche sont autorisables. Donc, dès que vous n'allez pas prendre quelque chose de sel et l'amener à la bouche, vous êtes épargné. Alors, comment y arriver? Que vous êtes allé faire les selles ou aller aux toilettes, quelqu'un a déjà pris par là ou a déjà déposé les batteries peut-être sur les trucs de toilettes et que vous êtes allé rattraper. Parce qu'il dit que ça peut survivre dans l'air ambiant, l'environnement. Là, ça veut dire que si quelqu'un dépose ces batteries-là sur un support et que vous êtes allé ramasser ça avec vos mains et que vous voulez aller manger et vous n'êtes pas lavé les mains correctement, ça ne suffit pas de prendre de l'eau et juste de rincer et de venir s'asseoir et de manger. Ça ne va pas tuer les germes. On doit apprendre. Si on sait qu'on vient de quitter dehors et qu'on a touché un peu de tout, arriver à la maison avant de pouvoir toucher un repas, il faut réellement laver les mains. Le plus facile à trouver, c'est l'eau de Javel. Quelques gouttes d'eau de Javel pour se laver correctement les mains. Et là, vous êtes sûr que vous n'avez pas ce que vous avez pris dehors, on n'allait pas le mettre à la bouche. Parce que c'est ce qui va rentrer dans votre bouche là. C'est ça qui vous crée. Alors, quand vous parlez d'eau de Javel, vous savez, sur le marché aujourd'hui, il y a les grains là, de Javel qui foisonnent un peu partout. Est-ce que ça marche? C'est le même principe. Les grains sont utilisés pour préparer l'eau de Javel. Alors, avec d'autres composants, avec de l'eau associée. Alors, posez la question à ceux qui maîtrisent la composition pour fabriquer ou taper sur les lettres comment fabriquer l'eau de Javel. À partir des grains. À partir des grains, oui. Et vous fabriquez comme cela se doit, ça marche. Mais simplement, les grains dans l'eau simple, l'efficacité aussi est un peu douteuse, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Mais quand vous ajoutez les éléments qu'il faut, l'efficacité est au rendez-vous. D'accord. Alors, ça, c'est la première chose, le lavage des mains. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez dans des endroits où les inondations sont pleines, comme actuellement dans Cotonou, Normalement, lorsqu'on fait les sels, ça doit être traité à l'eau de Javel. C'est-à-dire vous devez renverser de l'eau de Javel dans les sels. Surtout quand c'est que quelqu'un a fait la fête dans cette maison. Une fois, ça doit être un principe. Un principe pour tout le monde dans la maison. Sinon, quelqu'un d'autre risque de recommencer dans quelques temps. Et la même personne qui a déjà fait, il sait qu'il a fait la fête typhoïde, il doit régulièrement se laver les mains et traiter ces sels à l'eau de Javel. Mais le problème, c'est qu'on a que des fosses communes. On fait les sels, on va juste déposer. Mais en sortant, laver correctement les mains, surtout avec l'eau de Javel. Si je reviens sur ça, c'est le plus facile à trouver. Le formaldéhyde ou l'éthanol, ce n'est pas aussi courant comme l'eau de Javel. Donc l'eau de Javel est là, qui peut régler tous les problèmes. Alors, ceux qui préparent, c'est à eux que je vais m'adresser parce que nous qui partons acheter à manger, on n'est pas directement concernés, mais c'est nous-mêmes qui avons pris le choix d'aller acheter à manger. C'est ça. Ça, c'est notre responsabilité, notre choix. Mais ceux qui préparent, c'est à eux d'avoir une bonne règle d'hygiène de la cuisson, de préparer. Parce que si vous savez que vous devez servir un repas qu'on mange cru à des individus, vous devez savoir que vous êtes responsable de la santé, de tout ce qui va leur arriver. Et si vous ne traitez pas bien ces repas, et vous les donnez une maladie, vous êtes responsable de ce qui arrive. Donc c'est à ces gens-là qui doivent apprendre à intégrer dans les habitudes les bonnes hygiènes de traitement des légumes, des fruits, pour éviter qu'on vienne manger, on vient payer à manger, on vient payer la maladie. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment éviter de manger cru dehors finalement? C'est toujours mieux d'éviter de manger cru dehors. Oui. Moi, je ne mange pas cru dehors. Ça là, c'est une règle depuis toujours. Parce que je ne sais pas comment ça a été traité, comment ça a été préparé. Je préfère préparer ça chez moi aussi, pour être sûr que ce que je viens de manger, c'est potable. On ne va pas accuser ceux qui nous donnent la maladie, on va accuser plutôt ceux qui vont acheter la maladie. Parce que vous savez déjà que vous ne pouvez pas avoir une certitude à 100% que c'est bien traité comme vous le voulez. Alors dans ces cas, vous-même préparez vos repas à la maison. Ce n'est pas seulement cru, mais préparez aussi
il faut à une certaine température pour savoir que c'est bon. Exactement. Si c'est porté à l'ébullition, comme on le dit souvent, c'est qui est sûr que ça a dépassé son 10 degrés. Mais si votre truc n'est pas allé à l'ébullition, c'est que... C'est la même chose avec le repas froid. Oui. Vous avez préparé un repas qui est déjà froid, que vous n'avez pas encore réchauffé. Oui. Et que peut-être vous allez, peut-être par mégarde, vous allez vous trouver avec les porcs là dans la marmite, ça s'est tombé dedans et que vous n'avez pas réchauffé et que vous prenez, vous consommez. Le même repas que vous avez préparé qui était bon il y a quelques instants. Ne l'est plus. Ne l'est plus. Alors, le cycle c'est, vous quittez toilette, vous vous lavez correctement les mains avant de toucher un repas, avant de consommer. J'ai dit avant de toucher, ça ne veut pas dire façon encore consommer, parce que quand vous touchez un repas, c'est que vous l'avez contaminé. Maintenant, tous ceux-là qui vont venir manger ces repas-là sont exposés. C'est pour ça qu'on parle généralement surtout des vendeuses, parce que c'est eux qui sont le point de distribution de cette maladie. Parce que si l'hygiène n'est pas, et que les porcs se retrouvent dans les mains et qu'ils viennent toucher les fruits, l'orange ou la papaye ou ce qu'on vous a déjà, les papayes qu'on a déjà enlevé la peau et qu'on a mis en sachet, c'est avec la main on a mis ça en sachet, si l'hygiène n'est pas... Vous me mettez en difficulté pour manger cette chose. C'est toujours bien de vous mettre en difficulté pour vous protéger. Parce que c'est important. Si c'est vous-même qui avez pris votre papaye, vous l'avez lavé et vous avez épluché, vous savez que vous venez de manger quelque chose de potable. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà enlevé la peau et qui vous a mis ça en sachet, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez manger. Vous êtes sûr quand c'est vous-même qui l'avez fait. Alors, ça c'est lié aux toilettes, le repas et la consommation. Alors, les porteurs sains, ça aussi c'est très important. Cela doit être identifié et suivi. Si un certain nombre de temps après d'avoir fait la maladie est guéri, pour permettre de vraiment, réellement éradiquer les porcs qui restent à l'insain. Ou de leur donner les règles d'hygiène pour éviter de transmettre à nouveau à quelqu'un d'autre. Ou eux-mêmes même de réattraper ça une deuxième fois par eux-mêmes. Ah, ok. Voilà. Vous pouvez avoir et vous recontaminer vous-même, tout seul. C'est clair. Si vous portez les porcs et que vous allez aux toilettes et qu'après vous avez encore rien géré, le cycle va recommencer. 48 heures après, ça va sortir dans votre tissu digestif et que le cycle recommence. Vous avez l'impression que vous venez de faire le traitement, mais ça n'a pas marché, je viens de recommencer encore. Mais c'est parce que vous n'avez pas respecté les règles d'hygiène qui l'accompagnent et vous allez recommencer. L'entourage également a quelque chose à voir. Parce que si quelqu'un fait la fête typhoïde, tous ceux qui l'entourent également sont à risque. Sont exposés. Donc, la règle, c'est que quand quelqu'un fait la fête dans une maison, tout le monde doit dire attention, je dois manger quelque chose, je dois me laver correctement les mains. On doit manger un repas, on doit bien laver ça. On va aux toilettes, on revient, on doit s'assurer qu'on est allé aux toilettes directement où les toilettes est inclus en même temps aux toilettes et on se fait nettoyer correctement avant de ressortir pour éviter d'aller venir déposer encore les porcs pour que les autres soient contaminés. C'est très important. Alors, l'autre méthode de prévention, c'est la vaccination. C'est ce que j'avais demandé, oui, il y a un vaccin. Il y a un vaccin qui se fait, qu'on appelle Tifim. Certes, il y a une forme orale qui a 3 doses et après une dose tous les 5 ans, mais le plus accessible, c'est la forme injectable qui existe ici au centre de vaccination internationale de Cotonou ici. D'accord. Et que ça se fait une dose tous les 2 ans. D'accord. Mais l'efficacité, la première dose que vous avez fait, l'efficacité sera efficace au bout d'1 an. C'est-à-dire que la première année, vous pouvez contracter la maladie après la vaccination. Mais au bout d'1 an, l'immunité complète, c'est qu'il est en place et que ça vous protège encore pour 1 an et demi. Et là, 2 ans après la première dose, vous faites encore une deuxième dose, l'immunité est maintenue d'office, maintenant vous êtes protégé. Très bien, donc tout le monde peut aller se renseigner sur le vaccin et prendre les dispositions pour se faire vacciner contre la fièvre typhoïde. Très bien. Alors, vous avez parlé un peu plus tôt d'éliminer les porcs qu'il y a au niveau de l'organisme et qu'il faut suivre donc celui qui a fait la maladie sur un temps donné pour pouvoir s'en assurer. Moi, je voudrais savoir, étant donné qu'à un moment donné, est-ce que les déparasitants peuvent y contribuer? Non. D'accord. Les déparasitants sont pour les parasites. La fièvre typhoïde est une bactérie. Très bien. Les parasites sont différents des bactéries. Voilà, quand vous vous déparasitez, il y a aussi un problème à ce niveau. Il y a des gens qui ont une charge parasitaire tellement élevée. Au lieu de traiter une parasite, ils se font déparasiter. C'est des choses différentes. Déparasitage, c'est systématique tous les 3 mois. Tous les 3 mois, oui. L'âge adulte. Maintenant, vous avez consommé par exemple de la mangue.
qui est un pourvoyeur véritable des parasites, Oui. et que la charge parasitaire est devenue importante dans votre ventre et que votre selle devient bizarre, vous avez toujours le ventre qui tourne, Oui. et vous vous déparasitez juste simplement, ça ne suffira pas. Vous ne savez pas quel parasite. Vous ne savez pas quel parasite vous allez choper, vous ne savez pas comment ça se manifeste, vous ne savez pas son cycle de vie. Et si vous prenez juste une dose et vous voulez renouveler après, ça ne va pas régler votre problème. Vous allez renouveler après encore, vous allez toujours avoir les mêmes signes, et vous allez vous dire que j'ai pu malgré des parasites, mais ça n'a pas marché. Non. Il y a le traitement des parasites à part, il y a le déparasitage à part. Quand vous sentez que vous avez les signes d'une parasitose, on vous traite. On peut prélever les selles, identifier et savoir quel médicament on prescrit. Mais dans le cas contraire, on vous traite une parasitose systématiquement. Ça là, c'est différent de se déparasiter. D'accord. Très bien. Oublions donc les déparasitants. Vous pouvez vous déparasiter systématiquement pour les parasites, oui, mais ça n'a rien à voir avec la bactérie. Ok, très bien. Alors, de plus en plus aujourd'hui, on constate que les enfants aussi contractent la fièvre typhoïde. Pourquoi? C'est la même chose chez l'adulte. Vous savez, on est parti du principe que ce qu'on veut donner à un enfant à manger doit être bien protégé, bien entretenu, pour éviter d'exposer l'enfant parce qu'il a encore une immunité un peu faible, il n'est pas encore totalement indépendant au niveau immunitaire. Et donc, on doit tout faire pour que les bactéries, tout ça, là, soient strictement minimum chez lui. Mais malheureusement, vous mangez de la salade contaminée et vous donnez à votre enfant, il mange aussi. Eh oui. Comment vous voulez qu'il ne développe pas les signes? Lui va encore développer les signes plus graves que vous, parce que vous êtes déjà adulte, votre immunité est complète. Mais l'enfant, l'immunité n'est pas totalement complète. Donc l'enfant va se retrouver à commencer par la diarrhée. Et c'est ça encore le problème. Quand l'enfant commence la diarrhée, les parents béninois, nos parents, disent que c'est la dentition. Et le comble, on n'arrête pas la diarrhée d'une dentition. C'est la règle. Oui, Qui a instauré cette règle? Il faut laisser l'enfant libérer. L'enfant continue à faire diarrhée, il tombe dans les pommes. Parce qu'il perd de l'eau, il perd des électrolytes, il perd tout. Il va se trouver fatigué, il va se couler. Et il vient décéder à l'hôpital. Et là, vous allez accuser quelqu'un. Alors que vous venez, je le dis bien, excusez-moi du thème, vous venez d'assassiner votre enfant. Parce qu'il est impossible de dire qu'un enfant vient de choper une salmonellose et que vous avez assimilé à une dentition. Encore qu'une dentition ne donne pas la diarrhée aux enfants de cette façon. Et l'enfant fait la fièvre, il fait la diarrhée, vous avez resté là, vous avez croisé les bras, c'est-à-dire que l'enfant est totalement déshydraté et il est totalement entré en coma et il vient mourir. Et vous allez accuser quelqu'un après. Non, on est tous des parents, on doit être bien informés des choix qu'on fait pour nos enfants parce que cette diarrhée-là qui a commencé, parfois même vous ne faites rien, ça passe sous silence. Comme je l'ai dit, le germe vient de passer en phase silencieuse. Et les multiplications continuent dans les ganglions. Et ça va passer maintenant dans le sang. Arrivé dans le sang, maintenant, la fièvre va recommencer. Et la fièvre ne chutera pas maintenant à tout ce que vous allez donner comme paracétamol, sirop, efferalgan, tout ce que vous voulez. Ça ne chutera pas. Et c'est là maintenant que vous allez commencer par courir. Et c'est déjà trop tard le plus souvent. Parce que vous imaginez, tout ce que je viens de décrire chez l'adulte, c'est produit chez un enfant qui ne peut pas parler, qui ne peut pas dire que j'ai mal à tel endroit, qui ne peut pas dire que je sens telle chose. Vous imaginez la gravité. Alors, il faut avoir les yeux de pédiatrie pour pouvoir savoir que ça, là, ça correspond à ça, ça, là, ça correspond à ça. Mais si vous ne venez pas, comment ça? La consultation. Donc, on dit toujours aux parents, quand votre enfant a quelque chose, amenez-le à l'hôpital. Quitte à l'hôpital quand vous dites que c'est la dentition. Parce que le Béninois, quand il ne veut pas aller à l'hôpital, il dira que son enfant a la dentition. Il croisera les bras et regarde. Alors, il y a un autre moyen de traitement. Souvent, on nous dit de prendre du citron avec du crin-crin pour pouvoir traiter l'effusion, bien sûr, pour pouvoir traiter la fièvre typhoïde. Est-ce que c'est efficace? C'est vrai que ce n'est pas de la médecine moderne, mais bon, c'est aussi un moyen de traiter la maladie aujourd'hui qui est un peu plus accessible à tout le monde. Que vous prenez? Que je parle. La question est, quand vous prenez ça, est-ce que votre problème est résolu? Oui, plus ou moins. Est-ce que vous n'avez pas redéveloppé la maladie après avoir pris une de ces infusions? Oui. Voilà. C'est la même chose avec la médecine moderne. D'abord, je ne suis pas tradipraticien et je ne connais pas les choses. Je ne vais pas vous dire si ça marche ou pas. Je ne connais pas les composantes. Tout ce que moi, je sais, si on peut me sortir le principe actif de ces médicaments, et je regarde les principes actifs des médicaments qui sont fabriqués pour tuer cette bactérie, je pourrais dire que, ah oui, les mêmes principes actifs et les mêmes mécanismes pour éradiquer la bactérie, oui, ça pourrait être efficace. Mais le problème, ce n'est pas de prendre des infusions. D'abord, vous savez que vous avez cité les citrons. Faites attention aux citrons parce que les citrons acides, et vous développerez l'ulcère plus tard. Ensuite, quand on fait le mélange que vous prenez, est-ce que vous connaissez le poids sur vos reins?
C'est ça le problème. Si vous ne connaissez pas le poids de cette infusion sur vos reins, faites attention quand vous le consommez. Parce que quand le rein va être hyper excité, il va travailler, il va se retrouver fatigué, il va lâcher. Il va se reposer. Il va se reposer. Alors que ce repos n'arrange pas le système de l'homme. Il doit être tout le temps en train de travailler. Maintenant, le problème, c'est que quand vous, même à l'hôpital, quand vous traitez, quand vous mettez les médicaments, vous buvez. Mais on ne vous explique pas les méthodes d'hygiène qui l'accompagnent. Vous allez vous sentir que vous avez pris votre infusion, ça a marché, quelques temps après, ça a recommencé. Donc, alors il y a l'hôpital, se fait injecter qu'on est guéri là. C'est pas ça qui traite une maladie. Il y a toujours une phase traitement, il y a toujours une phase prévention. Si vous n'assistez pas les deux, vous n'allez pas vous en sortir. On va vous guérir, mais vous allez rentrer, vous allez revenir encore. C'est la même chose avec le paludisme chez les enfants, par exemple. Oui. Vous traitez, c'est bon, il rentre. Quelques semaines après encore, il est encore déjà revenu. Parce que vous n'avez pas réussi à mettre la main, c'est pourquoi l'enfant a été bouffé par les moustiques à la maison. Comment faire pour éviter que les moustiques piquent l'enfant? Ça là n'est pas mis en jeu. Vous allez retrouver encore avec les mêmes pathologies. C'est la même chose avec les infusions. Je ne sais pas, je ne connais pas les principes. Mais je sais que même si ça marche, si vous n'associez pas aux règles d'hygiène, ça ne fonctionnera pas. Alors, quelles sont les zones à risque dans notre pays par rapport à cette maladie-là? Toutes les zones où il y a de l'eau, il y a risque. Donc, si vous vous trouvez dans une zone où il y a inondation, vous êtes à risque. Parce que même parfois, dans les maisons sont inondées. Donc, toutes ces bactéries-là sont ramenées des gens qui sont peut-être à très très loin de vous, à cause des eaux de ruissellement, à cause des déplacements de l'eau. Ça vous ramène ça dans votre maison et vous retrouvez les bactéries chez vous et vous êtes contaminé. Si vous jamais vous mettez ça à la bouche, c'est fini, vous êtes contaminé. Maintenant, en dehors de ces zones, les zones où on pratique plus on vend les légumes, par exemple. Si ces zones-là sont beaucoup plus humides et qu'il y a beaucoup de légumes, ces bactéries se retrouvent facilement dans les légumes. Et ça se retrouve facilement dans les légumes quand vous prenez, il faut bien les traiter avant de manger. De manger. Ça ne posera pas de problème. Maintenant, ça c'est... Est-ce qu'il y a une zone au Bénin où il n'y a pas de l'eau? C'est pas évident. Maintenant, quand on rentre dans les zones reculées, maintenant, qui n'ont pas de l'eau potable, c'est l'eau potable, oui. Et que c'est l'eau de marigot, autres là, qui prennent et qui essaient de filtrer et qui n'ont pas tous les éléments qu'il faut pour la filtration. Ils peuvent vous retrouver avec les polars à l'intérieur et ils consomment et voilà l'origine de la maladie. Donc, quand on va parler des zones à risque, je ne dirais pas que c'était d'autres zones, mais toutes les zones où il y aura disons que c'est tout le Bénin. Il y aura manque d'eau potable. Et aussi, même dans toutes les maisons, quand vous ne savez pas comment traiter les sels, vous êtes à risque. Bon, il ne faut pas penser donc qu'on est protégé lorsqu'on vit quelque part. Non. Maintenant, les personnes à risque, maintenant là. Oui. Ceux qui mangent dehors. C'est ça. C'est les premières personnes à risque. Dès que vous allez acheter quelque part et que vous ne maîtrisez pas comment ça se prépare, on ne maîtrisera jamais de toute façon. Vous êtes à risque. C'est ce que moi j'appelle premièrement les personnes à risque. Ça. En dehors de ça, maintenant, ceux qui vivent dans les zones marécageuses, ceux qui vivent dans les endroits où l'inondation est de taille, maintenant ceux qui sont un peu plus en altitude et qui ont une bonne règle d'hygiène, ceux-là sont souvent épargnés. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on a brièvement abordé cela un peu plus tôt, le traitement, lorsqu'on contracte la fièvre typhoïde. Alors, lorsqu'on contracte la fièvre typhoïde, le traitement n'est pas compliqué quand on est au départ. D'accord. Avec un traitement de 10 à 14 jours, le problème est réglé et la bactérie est d'office éliminée. Mais lorsque vous vous retrouvez en phase de complications et que votre intestin s'est perforé, par exemple, il faut traiter plusieurs choses à la fois. Il faut traiter plusieurs choses à la fois. Il faut courir, aller au bloc d'abord, aller ouvrir votre ventre et laver, remettre en place. Et avec tout le reste qui accompagne la parotomie ou un traitement de péritonite, c'est énorme. Alors, en dehors de ça maintenant, si vous avez chopé cette bactérie qui vous a provoqué des saignements, des hémorragies, que vous avez perdu beaucoup de sang, il va falloir vous transfuser. Ça, c'est un autre élément en griffe. Si vous n'aimez pas, vous ne voulez pas la transfusion, on va vous laisser avec l'anémie. On va essayer avec le médicament, mais ce n'est jamais efficace comme il le faut. Et là, certaines personnes refusent la transfusion sanguine. Oui, il y a des gens qui sont totalement contre. On ne peut pas les obliger, donc, mais on les explique. Mais il va nous signer une décharge que c'est lui qui a dit qu'il ne veut pas de transfusion. Parce qu'à un certain niveau, si vous n'apportez pas de sang nouveau pour aider cet individu à reprendre tout, à permettre d'éliminer complètement les bactéries, il aura du mal à s'en sortir seul. Et aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on ne transfuse pas, le cœur essaie de s'accélérer, de combler
les problèmes de ces vides, en s'accélérant, et les qui travaillent trop, ça s'hypertrophie, vous allez avoir une cardiomégalie après, vous allez avoir des troubles du rythme après. Donc, les reins vont prendre du coup parce que si vous avez peu d'hémoglobine, le rein sera hypoperfusé et vous risquez demain de faire une insuffisance rénale. Très bien. Ce n'est pas pour rien l'indication de la transfusion imposée. Mais si vous êtes contre, on vous explique quand même les risques, ce que vous encourez demain. Parce que quand les problèmes vont commencer demain, vous n'allez même pas faire les liens entre la période que vous avez fait souffrir vos reins, vos foies, vos cœurs et ce qui vous arrive maintenant. Ça, c'est le problème du béninois. Oui, on oublie déjà tout. Très vite. Oui. Voilà. On n'a pas un carnet de soins qui suit toutes les maladies dont on a souffert depuis quelques années. Donc, à chaque fois qu'on vient à l'hôpital, c'est un nouveau carnet. On prend. Voilà, alors que parfois, il peut y avoir un lien entre ce que vous avez maintenant, ce que vous avez. C'est pour ça que on demande toujours les antécédents. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous avez déjà pris? Quelle maladie vous souffrez dans la famille? Tout ça, c'est important parce que ça nous permet d'évaluer le terrain, ça nous permet d'évaluer les risques. Quel traitement administrer? Il y a des gens, même parfois, ils sont allergiques aux produits qu'on utilise pour traiter. Il faut trouver d'autres alternatives. Mais s'il ne nous dit pas qu'il est allergique à ça, on ne saura pas. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous attend encore demain. C'est ça. Très bien. C'est noté, docteur Edoum. Il y a autre chose à ajouter, mais avant, on va recevoir Modeste sur le plateau. Retour en plateau, Modeste. Est-ce que nous avons reçu des messages sur le sujet? Oui, nous avons reçu quelques messages avec quelques interrogations. D'accord. Le premier message qui dit bonjour à vous, la fièvre typhoïde se présente parfois par les douleurs au ventre et la fièvre. Tous les soirs, j'ai les douleurs partout sur le corps. Alors, un message qui adressé au médecin qui dit j'ai effectué un diagnostic sérologique de la fièvre typhoïde dans un laboratoire de Cotonou. Voici les résultats. AH positif, négatif, un BH négatif, un BO positif, un TO négatif. Déjà 20 jours, je souffre toujours. Voilà tous mes symptômes. Chaleur, vertige, perte d'appétit. Est-ce que je dois faire une vaccination contre la typhoïde? Ah, docteur, ça c'est un peu technique. Très technique, oui. Je ne sais pas si vous pouvez réagir dessus. Alors, le résultat qui est présenté, c'est le sérodiagnostic de Vidal, qui a été utilisé dès le départ pour le diagnostic de la fièvre typhoïde. D'accord. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y en a des pays qui ne font plus. Même chez nous ici, mais il y a certaines assurances qui ne couvrent plus parce que ça ne fait pas le diagnostic de la fièvre typhoïde. D'accord. C'est que les choses ont évolué. Vous pouvez avoir la fièvre typhoïde et ce résultat sera négatif. D'accord. Vous allez avoir une fièvre typhoïde sévère et que ce résultat sera négatif. Ou vous pouvez ne même pas avoir la fièvre typhoïde et ce résultat sera positif. Donc on parle de faux positifs et de faux négatifs. Ce qui fait que c'est déjà oublié. Quand je disais tout à l'heure, le seul analyse qui peut lui permettre de savoir si il a la fièvre typhoïde, c'est d'aller au laboratoire et analyser ses selles. C'est la coproculture. Les autres analyses qu'on demande, c'est juste d'accompagner indirect pour voir s'il y a inflammation, s'il y a si. Mais le sérum-dioxyde de Vidal ne fait plus le diagnostic de la fièvre typhoïde. D'accord. C'est la coproculture. Qui aille au labo, qu'on prélève les selles et qu'on identifie si il y a les pores de Salmonella typhi dedans, on va lui dire, et immédiatement il va faire le traitement. À ce stade, c'est encore bon. Mais quand le stade va beaucoup plus avancer et que les signes vont devenir beaucoup plus fulminants, en ce temps-là, ce sera encore beaucoup plus compliqué à gérer. Parce que là, il dit que ça fait 20 jours qu'il ne se sent pas bien. Au premier septénaire. Très bien. Donc, voilà. Alors, une deuxième interrogation, c'est un message d'Hermione qui dit « Je suis une femme enceinte, je suis à mon 6e mois, mais ma fièvre typhoïde se répète à chaque fois. Que faire ?» Bon, je crois qu'on a déjà répondu à la question sur le plateau. Oui. Si sa fièvre typhoïde se répète, c'est parce qu'elle est toujours exposée au facteur de... Les règles d'hygiène ne sont pas du tout bonnes. Elle a les pores probablement sur elle, ou qu'elle déjette et qu'elle reprend. Donc, elle réussisse à faire l'hygiène totale autour d'elle et faire un bon traitement définitivement. Elle va voir que sa fièvre typhoïde va disparaître. Ok, alors elle est enceinte. Est-ce que le traitement, c'est toujours la même chose ou bien adapté à son cas? Le traitement adapté à son cas.
Ce n'est pas les mêmes produits qui s'utilisent parce qu'elle est enceinte, elle porte un enfant à l'intérieur. Il y a des produits qui ne peuvent pas s'utiliser quand la femme est enceinte pour ne pas apporter atteinte à l'enfant à l'intérieur. Donc son cas sera évalué et le traitement sera adapté en fonction de son état. Ce qui est sûr, on l'a déjà traité une fois et que la batterie est partie. Elle a encore repris par Manon portée et elle a recommencé les signes. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle faisait au départ, c'est toujours la même chose qui continue. Non. Ça fait qu'elle a été guérie, mais parce qu'elle ne respecte pas le règles d'hygiène ou parce que peut-être là où elle va se faire attraper, elle continue toujours d'aller manger de là-bas. Donc il faut qu'elle identifie l'origine. Ce qui est sûr, soit c'est de l'eau souillée, soit c'est un repas souillé, soit c'est fruits souillés. Dans tous les cas, c'est que c'est partie des sels contaminés un repas et le repas va dans la bouche. Revenir encore dans la bouche. Alors, est-ce que l'enfant qu'elle porte est exposé aussi? Non, l'enfant qu'elle porte n'est pas exposé, pas du tout. Sauf si l'enfant, même après, commence pas à avaler les trucs. Parce que ce qu'elle a mangé, elle fait souvent ça à répétition. Quand elle va accoucher maintenant, elle va encore donner ça à manger à son enfant. Et l'enfant aussi va commencer par faire la fête typhoïde. Donc, si vous avez l'impression que la maman l'a donné, c'est héréditaire. C'est pas vrai. Donc, si je comprends bien, la femme enceinte qui contracte la fièvre typhoïde, l'enfant n'est pas exposé. Non, l'enfant n'est pas exposé. Qu'elle fasse un bon traitement. Mais l'enfant sera exposé lorsqu'elle ne va pas faire le traitement, elle va passer par ces stades-là. Vous imaginez une femme enceinte en coma. Sur toutes ces 5 phases, oui, là c'est grave. Donc, il faut que tout soit bien traité et que les règles d'hygiène soient respectées. Elle va voir que tous les signes disparaissent. Très bien. Alors, un message de Ouedra Ogo depuis le Burkina qui dit: est-ce que la fièvre typhoïde est mortelle? Bien sûr, on a déjà dit ça, c'est très mortel. 10 à 20% des cas de ceux qui ont la fièvre typhoïde meurent. D'ailleurs, selon une étude, justement, que je lisais tout à l'heure, qu'on dénombre à près de 22 millions de cas de typhoïde chaque année dans le monde, conduisant donc à plus de 200 000 décès donc qui auraient pu être évités. C'est dire que oui, ça conduit à la mort. Alors, un dernier message qui dit: la fièvre typhoïde est une maladie provoquée par des parasites dans l'appareil digestif lorsque ceux-ci contrôlent celui-ci. Donc, lorsque les parasites contrôlent l'appareil, c'est ça, hein, docteur? C'est ce qu'il essaie de dire. Alors, ainsi, les symptômes sont les ballonnements, l'indigestion, les douleurs abdominaux. Le plus souvent, la cause de cette maladie est le manque d'hygiène au niveau des aliments qu'on consomme, surtout la salade, lorsqu'elle n'est pas bien lavée. C'est avec de l'eau simple. Or, il faut du javel pour tuer les parasites. Et aujourd'hui, on utilise le plus souvent du sel qui quand même permet de réduire les bactéries dans ces fruits et légumes. Justement, c'est vrai qu'on a surtout conseillé le javel, néanmoins il y a le sel justement que beaucoup de personnes utilisent, voilà qui revient encore dans le message. Oui, les sels et autres là vont tuer les autres bactéries. Parce que ce n'est pas seulement la fièvre typhoïde qui se retrouve sur, exactement, je suis d'accord. Il y en a plein. Oui. Les autres vont éliminer, mais particulièrement ça ne va pas tuer les salmonella typhi. Si vous voulez le tuer, utilisez les solutions adaptées et vous allez l'éradiquer. Et ensuite, ce n'est pas une parasite. C'est une bactérie. Une bactérie. Voilà. Il y a une différence entre les deux. Absolument. Voilà. Merci, Modeste, pour le message. La pensée de ce matin. Alors, la pensée de ce matin est d'Étienne Tonti qui dit: la guerre est comme la fièvre typhoïde. Il faut la fuir, mais si on l'attrape, il faut lutter. La guerre est comme la fièvre typhoïde. Il faut la fuir, mais si on l'attrape, il faut lutter. Alors, réaction, docteur? Oui. Comme ce qu'on disait depuis le début de l'émission, c'est ça, en fait. Quand vous l'attrapez, ce n'est pas une simple bataille. C'est une bataille qui convient de commencer et qui ne va pas tout de suite s'arrêter parce que vous allez permanemment contrôler désormais tout ce que vous mangez. Quand vous allez à la salle et que vous revenez, vous allez tout le temps contrôler. Donc ça devient une bataille comme si c'était la guerre qui ne finit pas. Le mieux, c'est de ne pas l'attraper. Il faut toujours fuir cette maladie. Mais quand vous l'attrapez, vous êtes obligé de vous battre. C'est comme la guerre. Très bien. C'est comme la guerre. Émeric? Bon, je pense que le docteur a dit l'essentiel. Quand il vous arrive parfois de contracter ce mal,
il faut quand même suivre les traitements qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Bon, en espérant que la prochaine fois, vous ne nous direz pas que vous l'avez encore attrapé, la maladie. Je crois qu'il est bien informé, mais il ne va plus recommencer. Assez mieux. Modeste. Alors, il faut dire qu'Étienne Tonti, c'est un philosophe, et à 24 ans, il a eu la fièvre typhoïde qu'il a traînée pendant 9 mois. Il a ensuite une maladie qu'il a contractée dans une prison parce qu'il était prisonnier, et c'est de là que provient sa citation sur la fièvre typhoïde. Très bien. Alors, prenez, si vous me permettez, il y a un message qui dit, docteur, est-ce que quand une femme a la fièvre typhoïde et qu'elle allait son enfant, c'est possible? Est-ce que l'enfant aura cette fièvre? C'est possible que l'enfant contracte cette maladie? Non. Pendant l'allaitement, ce sont les IGA les plus souvent qui sont transmises au niveau des seins à l'enfant. Généralement, l'enfant ne va pas contracter la fièvre typhoïde. Mais si c'est possible, d'autres bactéries peuvent traverser et que ça peut se retrouver chez l'enfant à travers les seins. Par exemple, elle mange trop de légumes, par exemple, c'est des laxatifs. Et l'enfant prend les seins également. L'enfant aura également les mêmes symptômes qu'elle. Donc, elle va faire la diarrhée également comme elle. Mais particulièrement chez les enfants, quand la diarrhée commence au départ, ça peut être une intoxication alimentaire. Quand la diarrhée commence, maintenant, il y a les autres bactéries de la fois, commencent à des microbiotes qui vont devenir virulents. Et là, maintenant, on va commencer la fièvre. De la fièvre, maintenant, ça peut devenir grave. Ça ne veut pas dire forcément que c'est la fièvre typhoïde que la maman a pris là, qu'elle a donné directement à l'enfant. Alors là aussi, je pense que est-ce qu'il ne peut pas se poser un problème d'hygiène étant donné que l'enfant qui allait est tout le temps dans les mains, dans les bras de la maman, dans les bras de tout le monde, et également même les seins, si c'est pas propre, il y a un problème également qui se pose. Voilà, c'est par là maintenant l'enfant peut contracter cette maladie. Déjà, elle est allée aux toilettes, elle n'est pas bien, elle a juste pris de l'eau pour rincer, cette main-là, pour rincer les seins, elle vient de déposer les pores au niveau des seins, l'enfant il met ça dans la bouche de l'enfant directement. Voilà comment l'enfant va attraper. Et aussi, on évite toujours de mettre la main dans la bouche des enfants, parce que l'enfant même baille là, vous déposez la main dans sa bouche, comme ça. Si vous avez les pores là, vous les tournez ça en même temps automatiquement. Et l'enfant va faire cette maladie, ce sera beaucoup plus fulminant qu'un adulte. Parce que son système est encore bébé qu'il est immature. Et vous allez, la première chose, vous allez les confondre encore même à la dentition et vous allez croiser les bras. Oui. Voilà les catastrophes qui vont se produire après. Alors, ça me renvoie à une autre question justement. Vous avez parlé de vaccin. Est-ce que c'est à un âge donné qu'on doit avoir accès au vaccin? Oui, à 2 ans. D'accord. Très bien. Donc, c'est supposé que avant 2 ans, vous allez protéger votre enfant pour qu'il ne développe pas cette maladie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas développer la maladie si vous l'exposez. Oui. Et si vous voulez envoyer les bactéries, les pores là, dans son estomac, ça va passer dans l'intestin et ça va devenir brûlant. Il peut faire la maladie. Mais c'est à partir de 2 ans, je suppose qu'avant 2 ans, vous surveillez correctement ce que votre enfant mange, vous respectez les règles d'asepsie d'hygiène et que l'enfant ne développe pas ce genre de maladie. Après 2 ans maintenant, vous lui faites la vaccination, toutes les 2 ans, vous faites la vaccination et il est protégé. Il est protégé. Très bien, voilà. Ça peut aller, Modeste? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Super. Merci à vous donc pour ces informations. Alors, docteur, vous vouliez compléter quelques informations sur les aliments, justement. Oui. Si on se dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut manger alors si tout ça là va nous donner cette maladie? Non, aucun aliment n'est interdit. Aucun. Vous pouvez manger ce que vous voulez, mais le plus important, c'est l'hygiène, les traitements. Vous n'êtes pas sûr de l'origine, vous n'êtes pas sûr du traitement. Payez vous-même les ingrédients. Et allez préparer. Ou carrément manger quelque chose, vous savez que ça là, ce n'est pas cru qui peut vous apporter cette maladie. Donc, si vous devez boire de l'eau, n'importe comment, vous devez savoir qu'attention, si l'eau là contient les pores, vous pouvez développer la maladie. Quittez la maison avec votre bidon d'eau, simplement. Ou vous pouvez préparer, vous mettez dans votre glacier en sortant, préparer si vous voulez. Maintenant, si vous devez acheter à manger, faites attention, si vous êtes sûr que cette dame, elle respecte les règles d'hygiène, allez-y, il n'y aura pas de souci. Mais si vous savez que ça là, c'est pas... Il y a un doute. Si votre cœur vous dit déjà qu'il y a un doute, quelque chose... Il vaut mieux s'abstenir. Il vaut mieux s'abstenir tranquillement, c'est mieux. Alors, c'est pour ça que je préfère toujours souvent acheter par exemple, les pâtés ou les docors qui sont sortis directement de l'huile et qu'on va me servir avec cuillère. Oui, il ne faut pas oublier cela aussi parce qu'avec nos beignets un peu partout, au bord avec de la main, là, j'ai dit non.
vous n'avez pas une cuillère, avec cuillère, cherchez-moi mes beignets. C'est mieux. Il y a des gens aujourd'hui qui vendent ces trucs-là, qui ont déjà cette cuillère-là adaptée pour pouvoir. Ou bien encore, ils prennent un autre sachet. Et mettre la main pour pouvoir chercher, c'est bien. Mais si ça doit quitter la main, de passe partout, elle vient de le faire de toute là-bas, elle a enlevé, elle a nettoyé ça sur le pain, elle a porté, elle va venir me vendre rapidement. Faut faire attention. Ah oui. Mon ventre est en train de tourner depuis ce matin. Modeste, alors, les règles d'hygiène à respecter. Alors, les règles d'hygiène à respecter, je pense, pour nous, docteur, pour nous qui sommes tout le temps au boulot, est-ce que c'est possible de respecter ces règles? Parce qu'il faut manger dehors. Je suppose là, je vais chez une dame de vendeuse d'atassier à côté. Je ne sais peut-être pas comment elle a préparé, ou peut-être la dame est sale, mais je suis obligée de manger parce qu'il n'y a plus autre endroit. Est-ce que je vais quand même pouvoir respecter ces règles d'hygiène? Alors, ce que vous faites ponctuellement n'est pas peut-être un problème, mais quand ça devient votre habitude, c'est que vous ne prenez pas des précautions pour régler ces problèmes. Une fois, parce que vous êtes retrouvé dans le cas, prochaine fois, vous devez prévenir les cas là en venant. Mais si vous revenez au même endroit, au même moment, tous les jours, toujours là-bas parce que vous n'avez pas le choix, vous dites que vous n'avez pas le choix, il y a un problème. Quand il y a un problème, on règle ça un peu façon, premièrement, et après on se prépare pour régler définitivement le problème. Quittez la maison avec vos repas. Vous trouvez quelque chose que vous allez manger dans votre sac, le temps de sortir, d'aller manger là, vous savez que cet endroit, c'est bien respecter les règles d'hygiène. C'est un problème. Et aussi, c'est un contrôle des gens. Les gens qui sont dans l'hygiène des vendeuses et autres là, ces agences-là doivent mettre l'accent sur toute personne qui veut vendre, doit apprendre à respecter les règles d'hygiène en matière de la cuisson. Et chaque repas a une chaîne. Si c'est la cuisson aux chaud, si c'est le froid, la chaîne de froid, la chaîne de chaud, ça doit être respecté pour éviter de donner des choses toxiques. Quand le choléra arrive, et que quelque part, peu importe là où vous mangez là, si c'est un seul cuillère vous avez pris, vous allez choper le choléra. Le choléra, d'ailleurs, c'est pas pour dire que c'est une seule fois que vous allez manger là, il n'y aura pas de problème. C'est faux. C'est peut-être la seule fois là que vous avez pris là qui est votre problème. Donc, essayez de trouver le moyen de remédier à ces problèmes parce que vous savez que si vous voulez sortir, que vous ne serez pas à un endroit où vous allez trouver à manger, que vous n'aimez pas manger dehors, trouvez la solution. Je ne peux pas tenir le soir avec. Alors, prenez par rapport aux règles d'hygiène, il y a un moment qui a souvent une habitude, c'est vrai, au début on s'en moquait, mais par la suite on a compris. Pour manger de la mangue, par exemple, elle nettoie avec du savon et de l'éponge, qu'elle finit, elle ajoute du sel, elle ajoute du javel, et par la suite du vinaigre. C'est un mélange fort. Oui, c'est un mélange fort. Et quand vous lui demandez, il y a la fièvre typhoïde. C'est vraiment, nous on ne faisait pas, mais c'est quand ma petite soeur a eu la fièvre typhoïde qu'on a compris vraiment l'utilité de ce qu'elle faisait. Juste, même, elle n'a pas besoin de mettre tout ça. Avec un peu de goutte de javel, ça balaie tous les autres microbes parce que c'est beaucoup plus large sur toutes les batteries que les autres un à un. Donc si vous prenez un, ça va éliminer un microbe, l'autre va éliminer l'autre va. Mais quand vous prenez les javel, c'est actif sur toutes les bases. C'est pour ça qu'on utilise pour désinfecter les matériels au bloc opératoire et autres là. C'est des éléments qu'on utilise les plus importants pour nettoyer les matériels après une intervention chirurgicale. Parce que c'est large et ça élimine tous les types de batteries, parasites, tout. Très bien. Elle a parlé du savon et de l'éponge justement pour laver le fruit. Est-ce que de la même manière qu'on lave les mains, parce qu'on nous demande de laver les mains, on se dit que bon, quand le savon et l'éponge va également sur le fruit, ça fait le même boulot? Oui, savon, mais avec quelle eau vous allez rincer? Ah, bon. Vous lavez les mains et vous prenez l'eau de Cotonou pour vous rincer les mains. Vous voyez déjà que vous savez que l'eau de pluie de Cotonou, la nappe phréatique n'est pas totalement profonde, ce qui fait que l'eau là, c'est l'eau souillée. Il faut savoir ça que c'est souillé. Et c'est avec ça maintenant que vous avez rincé la main, vous dites que vous êtes lavé les mains. Sachez que vous n'avez même pas rien, vous n'avez rien fait. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, nous poursuivons pour la dernière rubrique de cette émission Teste ta culture. 7 questions. Aujourd'hui, j'ai juste 7 questions pour vous. Des questions archi simples, encore comme hier, comme ce lundi. Je vous propose donc qu'on y aille tout de suite.
Voilà, l'équipe est donc en place pour tester ta culture. C'est chacun pour soi depuis quelques jours. Dieu pour tous. Et Dieu pousse chacun. Première question, chers amis, question à laquelle vous pouvez essayer de répondre. Quelle Ouagadougou, ville Ouagadougou. est la capitale du Ouagadougou, Burkina? Ouagadougou. Oui, c'est pas sérieux, il faut quand même laisser. Non, Attendez si- que je puisse dire la Non, question. si je vous l'ai dit, quelqu'un d'autre va dire. Exactement, Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso. Question 2. Quel nom porte le vélo à Tricycle. 3 roues? Tricycle, merci. Bon, je pense que le docteur est plus rapide cette fois-ci. Alors, un peu plus dur cette fois-ci. Quel nom porte l'étude de la Lune? L'étude, non. L'astrologie, c'est pour les astronautes. Quel nom porte l'étude de la Lune? Bon, je pense que je vais dire la réponse. Non, l'archéologie, c'est les fouilles, le sol, oui. La Lune, c'est bien la sélénologie. La sélénologie même, la sélénologie. Alors, je l'ai découverte aussi hier. Quelle est l'unité monétaire de la Côte d'Ivoire? Français. Français. Merci. Vraiment, Quel je ne pays? suis pas rapide. Quel pays a pour capitale Kigali? Vous connaissez le pays, vous le connaissez. Kigali. Quel pays a pour capitale Kigali? Bon, je n'ai pas la réponse, je vais la dire. Non. Ça commence Une par quoi? proposition? Oui, ça commence par quoi? Non, c'est pas le Congo. La R, première. Rwanda. Rwanda. Exactement. Le Rwanda. Et comment appelle-t-on le fruit de la vigne? Le fruit de la vie. Oui, vous le connaissez. Vous en mangez. Raisin. Oui, bien sûr. Oh, le Raisin, fruit de la raisin. vie. Raisin. Oui, raisin, ça, c'est raisin. avec ça qu'on fait le vin. Oui, c'est ça. Et enfin, quelle ville est la capitale de Sao Tomé-Principe? Je pense que j'ai déjà posé cette question. Merci, Sao Tomé. Exactement. Non, mais Alors, je vais pas malgré l'indice que je vous ai donné, vous avez demandé, je vous ai donné. Alors, merci. C'est donc tout pour cette émission du jour. Un mot de fin, Émeric? Oui, je pense que on a eu l'essentiel sur ce qu'est la fièvre typhoïde, les causes, le traitement et puis bien évidemment les conséquences. Donc je pense que nous sommes mieux aguerris pour pouvoir éradiquer ce mal parce que, rappelons-le, c'est mortel. Absolument. Docteur Edou? Oui, si j'ai un mot de fin, c'est pour adresser un message aux parents Oui. par rapport aux enfants. Lorsque votre enfant commence une diarrhée, cherchez à traiter, cherchez à connaître pourquoi il y a la diarrhée et régler le problème. Le tout n'est pas une dentition. Vous pouvez avoir une salmonellose ou qu'on appelle fièvre typhoïde cachée qui se développe, qui s'avance semaine par semaine et après ça peut devenir fatal pour votre enfant. Modeste? Alors simplement, il faut qu'on puisse respecter une bonne règle d'hygiène pour quand même nous mettre à l'abri de cette fièvre typhoïde. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous ne le dirons jamais assez, les règles d'hygiène restent toujours de vigueur. Si vous avez l'intention donc de vous éloigner des maladies, pas seulement de la fièvre typhoïde, mais bien d'autres maladies liées à l'eau, essayez de mettre en place ces précautions-là, les règles d'hygiène par rapport à tout ce que vous mangez, par rapport à tout ce que vous buvez comme eau également, et vous vous en sortirez bien tout simplement. En espérant que vous ayez pris des notes et que vous allez donc prendre dès aujourd'hui des actions pour pouvoir les éviter, on vous donne rendez-vous demain.